Bien, nous allons démarrer. Alors merci, j'allais dire à toutes et tous, mais bienvenue à cette soirée qui est organisée par la gauche républicaine et socialiste, et merci à la municipalité de Saint-Paul-les-Dax de nous avoir accordé à titre gracieux la salle, ce qui n'est pas le cas dans toutes les communes, donc c'est toujours appréciable. Voilà, on voit la différence entre une commune de droite et une commune de gauche. Hein. Voilà, pour les associations, on voit bien la différence. La gauche républicaine et socialiste, certains savent ce que c'est, d'autres peut-être pas, est un parti relativement récent qui a été créé en 2019 à l'initiative de Marie-Noëlle Littmann et Emmanuel Morel. À l'époque, Marie-Noëlle Littmann était sénatrice et Emmanuel Morel, député européen. Aujourd'hui, il est député à l'Assemblée nationale. Pour les dernières européennes, en 2024, la GRS, avec l'ensemble de la fédération de la gauche républicaine, était associée au Parti communiste sur la liste qui était conduite par Léon Desfontaines. Donc il y a toujours une collaboration active entre le Parti communiste, la GRS et d'autres forces de gauche. Et la GRS dans les Landes a décidé de créer une initiative que nous avons appelée Éclairage. Ce n'est pas pour rien que l'initiative porte ce nom. Éclairage, c'est un clin d'œil aux Lumières, puisque nous considérons qu'aujourd'hui, il y a des forces qui tentent d'éteindre les Lumières, ou en tout cas de leur faire dire des choses qui ne sont pas la réalité historique. Et je pense que nous avons besoin de remettre les principes et les valeurs des Lumières de plus en plus en avant. Alors, dans le cadre de cette initiative, nous avons démarré par un cycle qui est un peu d'actualité et puis de réflexion, puisque le but de cette initiative Éclairage, c'est de s'informer, de réfléchir ensemble, de débattre, et aussi d'aboutir à une réflexion, mais qui aboutit aussi à des actions, et se dire que l'univers des possibles est réalisable. Et donc la question de ce cycle, c'est être de gauche, c'est quoi ? C'est vrai que sur le plan historique, a priori, quand on a un peu de connaissances, on peut savoir ce qu'est être de gauche, mais aujourd'hui on peut être perdu parce qu'il y a déjà des forces politiques qui disent que droite et gauche c'est pareil. Hein, on entend les gens dire il y a des forces qui disent aussi qu'on n'est ni de droite ni de gauche, d'autres qui disent et de droite et de gauche. Donc les gens sont perdus et beaucoup ont cru que le clivage droite-gauche n'existait plus, mais on se rend compte qu'il existe toujours parce qu'il porte des valeurs et des principes. Quand on est de droite, on est de droite, on a le droit, et quand on est de gauche et on porte aussi des valeurs. Et donc on a décliné différentes sessions. La première avait lieu d'ailleurs ici au mois de décembre. Vous avez le programme sous les yeux, avec l'économiste David Kaila sur la gauche, eh bien, elle doit combattre le néolibéralisme. Et là, on est sur le cycle sur la laïcité, et le titre est, pardon, j'ai déjà avancé, le titre est volontairement provocateur, puisque être de gauche, c'est être laïque. Donc le thème de ce soir, c'est sur la laïcité, vous l'avez compris. Pourquoi c'est provocateur? Parce qu'évidemment, on peut être de droite et être laïque. Il y a aujourd'hui des gens qui sont de droite, républicains, et qui mettent en avant la laïcité. Historiquement, ce n'était pas le cas, puisque la laïcité est née à gauche. On en reparlera tout à l'heure rapidement. Mais une droite qui, au 19e, était anti-républicaine, hein, qui détestait la laïcité, s'est aujourd'hui acclimatée à la laïcité et peut éventuellement la défendre. Dans tous les cas, la réciproque n'est pas forcément vraie. On peut être de gauche et pas laïque, hélas. Et c'est entre autres, alors il n'y a pas que la GRS, bien sûr, comme parti qui défend la laïcité, de parti à gauche, hein, mais bon, là, l'objectif, c'est... enfin, une des raisons qui m'a fait adhérer à la GRS, c'est entre autres parce que j'ai considéré que c'était un parti qui défendait, entre autres, pas que ça, mais qui défendait la laïcité, ce qui, à titre personnel, est vraiment important pour moi, nécessaire et utile. On verra tout à l'heure pourquoi la réciproque, justement, n'est pas vraie, et je trouve que c'est dramatique, nous sommes plusieurs à le trouver, qu'on peut être de gauche et pas laïque.
Alors avant de voir justement quelles sont les entorses à la laïcité, à la fois par la droite, celles-là, elles sont peut-être plus connues, mais aussi par une partie de la gauche, on va faire quand même quelques rappels pour fixer un petit peu les choses. La laïcité, la définition, elle est très simple. Et pourtant, quand on fait des sondages, dans n'importe quel milieu, n'importe quelle catégorie socio-professionnelle, c'est un terme qui finalement n'est pas du tout stabilisé. Je suis enseignante, j'enseigne aux futurs enseignants. Eh bien, ce n'est pas... Alors, a priori, on pourrait penser que c'est un milieu qui est censé connaître la définition. Eh bien, on se rend compte que ce n'est pas du tout stabilisé. Mais à la décharge de ces gens, comment... Moi, je me mets à leur place. Quand vous avez des partis politiques qui instrumentalisent, qui dévoient le terme, quand vous avez des médias ou des invités sur les plateaux qui disent n'importe quoi pour définir le mot laïcité, je comprends que les gens ne comprennent plus ce que cela veut dire. En fait, il n'y a qu'une définition, très très simple, mais il peut y avoir plusieurs interprétations. Et ces interprétations, ben justement, elles sont réutilisées sur le plan politique. Alors, la première des difficultés, c'est que la laïcité, pour certaines personnes, c'est une valeur, alors que non, ce n'est pas une valeur, c'est un principe. Un principe qui charrie peut-être des valeurs, mais en tout cas, c'est un principe républicain. Alors pourquoi je tiens absolument à cette distinction? Ben, il faut définir ce qu'est valeur et ce qu'est principe. Et je reviendrai sur la définition de la laïcité juste après. Une valeur morale, c'est ce qui est considéré comme le bien, le beau et le vrai à une époque donnée. Nécessairement, si c'est à une époque donnée, cela peut évoluer. Alors qu'un principe, c'est quelque chose d'intangible, d'immuable, quelle que soit la période. Et la deuxième chose qui ne va pas dans la caractérisation en tant que valeur pour la laïcité, c'est qu'une valeur, c'est subjectif. Ce que vous pouvez accorder comme valeur à quelque chose n'est pas forcément ce que moi je vais accorder à la même chose. Alors qu'un principe, c'est objectif. Donc, on ne peut pas dire que la laïcité soit une valeur. Et un principe, cela permet aussi de encadrer sur le plan juridique. La laïcité est avant tout un cadre juridique. Alors, cela peut être aussi un principe philosophique, mais dès qu'on le définit par le cadre juridique, on est sûr de ne pas se perdre et on est sûr de faire une définition très simple. Laïcité vient du mot grec laïkos, qui lui-même vient du mot grec laos, qui veut dire peuple. Les Grecs ont trois mots pour dire peuple. Il y a le peuple politique, démos, il y a le peuple biologique, ethnos, et il y a le peuple au sens communauté de gens qui vivent ensemble. Peuple politique au sens être ensemble, c'est le laos. Et laïkos, et donc laïque, signifie ce qui est indépendant. Et donc, c'est ce qui est indépendant des églises, du pouvoir spirituel, donc le temporel qui est séparé du spirituel. Une fois que l'on a compris ça, bien c'est très simple. Et c'est vrai qu'en France, ce qui va entourer juridiquement ce principe, c'est la loi de 1905. Alors bien évidemment, avant la loi 1905, il y a eu des initiatives, des expériences qui ont été avortées, mais ce qui a lancé l'idée laïque, c'est la Révolution française. Les philosophes des Lumières ne parlaient pas forcément du mot laïcité, mais ils avaient déjà l'idée d'indépendance par rapport aux églises, et en l'occurrence à l'époque plutôt l'Église catholique. Et dans la Constitution de 1793, qui n'a pas vu le jour, mais après dans celle de 1795, eh bien, il y a déjà une séparation entre les églises et l'État. Cette constitution ne dure pas, c'est Bonaparte devenu Napoléon Ier qui annule cette constitution pour mettre après le Concordat. Il y a ensuite une autre tentative qui est la Commune de Paris en 1871 qui de nouveau remet une séparation entre les églises et l'État, mais la Commune ne dure que 2 mois. En France, bien avant la loi de 1905, il y a déjà une laïcisation de l'école. Alors, on a le plan de Condorcet en 1790 qui
considère qu'il faut laïciser l'école, mais concrètement, la laïcisation de l'école a lieu avec les fameuses lois scolaires de Jules Ferry, 1881-1882, auxquelles il faut ajouter la loi Goblet, 1886. Goblet, du nom d'un ministre, qui était conseiller de Jules Ferry au début des années 1880. Alors en fait, toutes ces lois vont à la fois laïciser les programmes scolaires, laïciser le personnel et laïciser ensuite les locaux. C'est-à-dire qu'on enlève les croix des murs des classes. Donc on voit qu'en France, l'école a été laïcisée avant l'État. Mais ensuite, donc, il y a la loi de 1905, et à partir de là, on a cette distinction entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. La loi de 1905 ne cite jamais le mot laïque. Quand on lit tous les articles, il n'y a pas le mot laïque, mais on voit bien cette indépendance, puisque le premier article dit bien que la République ne finance aucun culte. Voilà, tout est assez clair. Le mot laïque est antérieur au mot laïcité. L'adjectif laïque est antérieur. Et en France, c'est la Deuxième République qui a essayé de populariser le mot laïcité, mais elle n'y est pas arrivée. Il faut attendre plutôt la Troisième République pour voir apparaître le mot laïcité. Oui. Il y a une réunion de l'UNPI, de la Chambre des propriétaires. C'est pas ici? Non. Vous reconnaissez aucun visage? Non, 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 ce n'est pas... Je ne sais pas. D'autres salles ici? Il n'y a pas d'autres réunions ce soir ici? Donc, la Troisième République, et avec le pédagogue Ferdinand Buisson, dans les années 1887, va vraiment populariser le terme de laïcité. C'est à partir de là que le substantif va avoir toute l'histoire qu'on lui connaît. Pour certaines personnes, la loi de 1905 ne concerne que l'Église catholique, voire l'Église protestante, parce qu'en 1905, dit-on, il n'y avait pas de musulmans sur le sol français. Alors d'abord, c'est une erreur puisqu'il y a les colonies, et donc il y a des musulmans. Bon, c'est pas ici, donc c'est pas ici. Vous ne serez pas en retard. Écoutez, c'est très bien. Merci madame, on est en réunion ici. Merci beaucoup. C'est le verre. Ah oui. Vous pouvez m'excuser. Oui, bien sûr. Au revoir. Merci. À demain, donc. Et oui, c'est ici. Mais je ne sais pas. Vous avez pas vu? On n'est pas concerné. Bonne Il y a soirée, des madame. femmes des associations. On n'est pas concerné. On n'est pas concerné, on est au courant de rien. Merci de votre On peut accueil. pas concerner. Au revoir. Et les juifs. Alors, je suis aux musulmans. Donc, je reprends. Il y a des... Voilà, je reprends. Donc, pour certaines personnes, la loi de 1905 ne concerne que les catholiques, ou en tout cas les chrétiens, de façon plus large, et pas les musulmans. C'est pour cela qu'il y aurait des problèmes aujourd'hui avec l'islam. Donc, quand on revoit le cadre historique, le contexte, en 1905, il y a des colonies françaises dans le monde musulman, donc les musulmans sont concernés. Mais au-delà de ça, parce qu'on peut bien sûr dire, oui, mais le statut des, entre guillemets, indigènes n'était pas d'être vraiment des citoyens comme les Français de l'Hexagone, bien sûr. Mais la loi de 1905 a vocation à être universelle. Donc, même si, quand bien même les musulmans n'auraient pas été concernés en 1905, ce qui n'est pas tout à fait vrai, au demeurant, on ne va pas faire une loi pour chaque religion. Donc la loi 1905 correspond à toutes les situations et toutes les nouvelles religions qui peuvent entrer sur le sol français aujourd'hui. Donc c'est un faux débat quand on dit qu'il faut la toiletter, cette loi, ou l'adapter à l'actualité. Alors, deuxième problème avec la laïcité, c'est que souvent, on utilise des termes que l'on croit être des synonymes, mais qui ne sont pas des synonymes et qui sont même des faux amis. Donc j'ai fait une liste, elle n'est pas exhaustive, mais en tout cas, c'est les mots que l'on emploie le plus souvent. Neutralité, tolérance, vivre ensemble et dialogue interreligieux. Ça, c'est ce qu'on voudrait
faire croire qu'est la laïcité. Alors peut-être qu'il y a des mots qui vous paraissent étranges, peut-être tolérance, vous pouvez vous dire, tiens, c'est bizarre qu'elle ait mis dans la liste des faux amis. Alors, neutralité, pourquoi c'est un faux ami? Bien sûr que l'État français qui est laïque est neutre par rapport aux différentes religions. Mais l'État laïque n'est pas neutre quand il s'agit d'être antiraciste, de lutter contre les discriminations, de lutter contre les injustices. Donc on ne peut pas complètement dire que la laïcité, c'est la neutralité. La laïcité, c'est un cadre juridique avec des valeurs philosophiques. La neutralité est un moyen d'aboutir à la laïcité. Et puis, d'autre part, les fonctionnaires, les agents de l'État doivent être neutres. Mais la population n'a pas l'obligation d'être neutre. C'est-à-dire que, par exemple, un fonctionnaire, un enseignant, n'a pas à mettre de signes religieux, ni à avoir de discours prosélytes religieux en classe. À l'inverse, dans la rue, une personne peut avoir une croix, ou peut porter une kippa, ou peut porter un voile. Donc on voit bien qu'il n'y a pas une neutralité de la population. Et souvent, les gens confondent espace public avec service public, ou le contraire. Le mot tolérance, lui aussi, pose problème, et on l'emploie de plus en plus pour faire croire que c'est un synonyme de laïcité. Alors pourquoi ça ne va pas? Tolérance, là aussi, il faut revenir à l'étymologie, vient du latin tolerare, qui veut dire supporter. Et c'est un mot que l'on a commencé à employer au XVIe siècle, et surtout au XVIIe, au moment des guerres de religion entre les catholiques et les protestants. Les édits de tolérance, pendant les guerres de religion, sont des édits de pacification. Mais que signifie tolérer? Donc je vous l'ai dit, supporter, ça veut dire qu'il y a un effort. Je te supporte, je te tolère, ça veut dire je te supporte, parce que je le veux bien. Donc le jour où je ne le veux plus, eh bien je ne te tolère plus. Donc on voit bien que la laïcité est bien plus forte et bien plus riche que la tolérance, puisque la laïcité ne demande pas d'effort. L'État est indifférent aux religions, aux croyances, aux options spirituelles. Donc il n'y a pas besoin à l'État de tolérer quelqu'un. Par le cadre juridique, les gens sont ce qu'ils veulent. Alors que la tolérance est beaucoup plus faible que la laïcité, puisque cela suppose, je répète, une bonne disposition à tolérer quelqu'un. D'autre part, là aussi, la tolérance, elle est subjective. Encore une fois, ce que je peux tolérer, ce n'est pas ce que vous pourriez tolérer ou autre. Donc, la laïcité, elle ne nous demande pas de faire cet effort. Et enfin, le seuil de tolérance varie selon les périodes, selon les contextes, selon les pays, selon les personnes, encore une fois. Alors que la laïcité, ce n'est pas une conviction, ce n'est pas une tolérance, c'est la possibilité d'avoir les convictions que l'on veut. Ce n'est pas une option, hein, c'est la possibilité, le moyen d'avoir toutes les croyances, enfin les croyances que l'on veut ou les non-croyances. Le vivre ensemble est un terme qui est apparu depuis quelque temps. Alors en définitive, il existe déjà depuis le début du XXe. Il a été créé par les jésuites dans une revue thomiste, mais il a été popularisé en France surtout dans les années 80 par ce qu'on appelle la deuxième gauche. Donc les Michel Rocard, les Alain Touraine, dans le cadre de cette fameuse laïcité ouverte dont on reparlera tout à l'heure. Et le vivre ensemble, d'abord, il n'y a aucun cadre juridique pour définir ce qu'est le vivre ensemble, et c'est un mot valise, fourre-tout, où, alors bien sûr, on peut dire qu'on a envie de vivre ensemble, mais quand on fait le substantif avec le tiret, que l'on crée vraiment ce mot, pour faire croire que c'est la laïcité, finalement, si on crée un mot alors qu'il en existe déjà un qui est le mot laïcité, pourquoi a-t-on besoin de créer le mot vivre ensemble? Est-ce que ce n'est pas plutôt du côte à côte? Parce que vivre ensemble, c'est souvent des communautés qui vivent peut-être ensemble, mais côte à côte, pas vraiment en interconnexion, pas dans un partage, pas vraiment pour faire société. Donc ce mot pose souci. Et surtout, il a aussi une espèce de valeur, de connotation
un peu néolibéral et un peu consumériste. On a l'impression que c'est un pacte commercial. On accepterait de vivre ensemble. Alors que la laïcité est le cadre qui permet justement qu'on vive ensemble sans avoir besoin de ce mot. Et on laisse supposer aussi que la laïcité, ça ne serait pas le fameux cadre dont je vous parlais qui nous permet d'avoir toutes les convictions que l'on veut, mais ça serait en fait un dialogue interreligieux, une sorte de coexistence qui permettrait voilà, à ce qu'on redonne une utilité sociale aux religions. Mais ce n'est pas ça la laïcité. Le dialogue interreligieux, c'est le dialogue interreligieux. Ce n'est pas la laïcité. Voilà. Alors, pour d'autres personnes, la laïcité est souvent confondue aussi avec l'athéisme. La laïcité, ce n'est pas interdire les religions et les croyances. La laïcité, ce n'est pas être anti-religieux, donc éventuellement ne pas être croyant, quoi. Mais la laïcité, par contre, elle est anticléricale. Et ce n'est pas la même chose d'être anti-religieux ou anticlérical. Anti-religieux, c'est refuser que des gens puissent avoir des croyances religieuses. Anticlérical, c'est lutter contre les cléricalismes, c'est lutter contre le clergé, les clergés, c'est lutter contre l'emprise d'un clergé sur les sociétés. Donc c'est pas du tout pareil. Et par essence, la laïcité est anticléricale. Pourquoi ? Parce qu'un cléricalisme qui oppresse, qui s'occupe du quotidien des gens, eh bien, quand on veut s'en émanciper, comme la laïcité, elle est émancipatrice, ben, par essence, la laïcité est anticléricale. Et donc, tout à l'heure, je vous disais, ne pas confondre service public et espace public. On peut, pour différentes raisons, interdire les signes religieux à l'école, mais ils ne sont pas interdits à l'espace public. Avec la loi de 2004, qui donc interdit les signes religieux ostensibles à l'école, cette loi a été souvent mal interprétée, on en reparlera tout à l'heure. La première loi, je vous l'ai dit, c'est 1881 qui laïcise les programmes et le personnel. 1886, on laïcise les locaux. Et 2004, on laïcise les usagers, c'est-à-dire les élèves. En fait, avant, il y a 1936 et 1937, les circulaires Jean Zay. Jean Zay, grand ministre de l'instruction publique pendant le Front populaire, qui est radical, socialiste, qui est d'origine juive, mais qui est athée, considère que là, ce n'est pas vraiment les religions, pour lui, la menace, c'est plutôt les ligues d'extrême droite. Et donc, il a peur que les élèves puissent être sous pression d'influence politique. Et il fait donc cette circulaire en 1936 qui interdit du prosélytisme de la part des enseignants, mais aussi des élèves, entre eux, de parler de politique et donc aussi de religion en classe. Une circulaire est moins forte qu'une loi. Elle n'a pas vocation à être forcément appliquée. Puis comme il y a eu la Seconde Guerre mondiale, les circulaires Jean Zay, elles ont été oubliées. Donc quand à la fin des années 80, il y a eu ce qu'on a appelé les affaires du voile, notamment à Creil, où donc des jeunes filles musulmanes sont venues au collège voilées et qu'elles ont refusé que le chef d'établissement leur demande d'enlever le voile, le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Lionel Jospin, n'a pas eu pour les enseignants et pour les chefs d'établissement la réponse souhaitée. Il a considéré au chef d'établissement de dialoguer et puis de faire ce qu'il voulait. Aujourd'hui, il reconnaît que c'est une erreur, donc ce qui est bien de reconnaître, mais à l'époque, pour rendre justice à Lionel Jospin, même si je n'étais pas d'accord avec lui, mais tout de même, il se posait la question de se dire, si on exclut les jeunes filles, on les exclut de l'éducation, et donc finalement, la réponse est pire que la cause. Et pour émanciper les gens, il leur faut des connaissances, il leur faut l'éducation, et si on les exclut, ce n'est pas le bon endroit. Et où vont-elles aller ? Dans le privé, puisque les établissements privés, même ceux sous contrat, acceptent les signes religieux. Bon, donc pendant plusieurs années, ça a été du flou, du brouillage. Il y a eu la circulaire Bayrou en 1994 qui a commencé à dire qu'il ne fallait pas de signes religieux très visibles dans les établissements scolaires, mais là aussi c'était une circulaire. Et donc il y a eu la commission Stasi en 2003 qui
qui a abouti ensuite à la loi de 2004. Alors ça a été vraiment très très long et de discuter sur les termes, et donc on a abouti à cette loi de l'interdiction des signes religieux ostensibles. Ça veut dire qu'on accepte les signes discrets, le petit collier, la petite croix, mais pas les grands signes, visibles, très visibles. Pour beaucoup de médias, cette loi n'est pas comprise parce qu'elle est interprétée comme la loi contre le voile. C'est souvent comme ça, la loi contre le voile. Non, c'est la loi contre les signes religieux, quelle que soit la religion. On en reparlera tout à l'heure. Certains anti cette loi considèrent que avec le flux migratoire, avec des contacts de cultures variées, finalement l'école qui doit dire aux élèves qu'on s'enrichit des cultures et de la rencontre avec les autres, en interdisant les signes, mettrait à la porte la diversité et homogénéiserait les élèves en étant des bons petits soldats qui ne portent pas de signes religieux. Ça, c'est une interprétation de la loi, parce que ceux qui, à l'inverse, ont milité pour cette loi, notamment Henri Peignoir-Ruiz, par exemple, mais pas que, Abdenour Bidar est tout à fait aussi pour cette loi, pourtant il est musulman, eux disent « Non, non, mais attendez, l'école, c'est un cadre différent. On est là d'abord pour étudier. Et pour étudier, il faut de la sérénité. Et si on commence à avoir des signes religieux très visibles, d'accord, l'individu a le droit, en quelque part, de dire, de montrer ce qu'il est, mais ça exerce aussi une pression sur les autres. Et à l'école, on n'est pas là pour subir les pressions. Et il y a des jeunes filles musulmanes qui ont été auditionnées par la commission Stasi en 2003, qui ont bien dit « Aidez-nous, on aimerait un endroit de liberté où on pourrait ne pas avoir à mettre le voile, c'est bien l'école. » C'est aussi pour ces jeunes filles que la loi a été faite. Donc ce n'est pas une loi raciste ou anti-musulmane. Bon, donc on voit bien que service public et espace public, ce n'est pas la même chose, parce que ceux qui aujourd'hui contestent cette loi détournent la loi en oubliant que c'est à l'école uniquement qu'il y a l'interdiction des signes religieux. Dans la rue, on peut s'habiller comme on veut, à supposer de ne pas troubler l'ordre public. Bien. Et dernière chose sur un peu, voilà, remettre les choses un peu au clair, il y a des impostures avec justement cette laïcité adjectivée. Alors Jean Bobéro, qui est un sociologue et historien de la laïcité, mais qui n'est pas du tout le même courant que Henri Peignoir-Ruiz, dit que c'est ridicule de critiquer les adjectifs et de croire menaçant le fait d'adjectiver la laïcité, parce que Marine Le Pen, qui est pourtant quelqu'un qui instrumentalise et qui dévoie le principe de laïcité, elle ne l'adjective pas quand elle parle de laïcité. Et donc il dit, Jean Bobéro, vous voyez qu'on n'a pas besoin d'adjectiver la laïcité pour la détourner. Oui, il a raison quand il dit ça, mais ça ne veut pas dire pour autant que l'adjectivation ne détourne pas le principe de laïcité. Laïcité ouverte, c'est ceux qui considèrent que, c'est un peu le dialogue interreligieux dont on parlait tout à l'heure, qui considèrent que les religions ont une utilité sociale, et donc la laïcité devrait être beaucoup plus, justement, ouverte sur ce dialogue interreligieux. Dire laïcité ouverte signifierait qu'il y en a une de fermée. Ben non, quand on est laïque, on n'a pas à être fermé, je vous l'ai dit, c'est pas être anti-religieux. Au contraire, c'est accepter les autres croyances, mais il n'y a pas besoin d'être ouvert. Laïcité plurielle, c'est la Ligue de l'enseignement qui avait créé ce terme, mais qui s'en mord les doigts aujourd'hui, qui est revenu dessus, mais qui voulait, dans un cadre d'intégration de populations nouvelles, considérer que la France est multiculturelle, et donc la laïcité se devait aussi d'être plurielle. Mais ça a été mal compris, comme s'il y avait plusieurs laïcités finalement. Laïcité positive, c'est différent, c'est plutôt le courant de Nicolas Sarkozy, voire Éric Zemmour qui utilise ce terme, considérant que on est sur une laïcité identitaire. On va y revenir tout à l'heure. La laïcité, ça serait donc finalement, entre guillemets, les Français de souche, blancs, plutôt chrétiens, qui, eux, connaîtraient mieux la laïcité que les nouvelles populations. Et donc, voilà, c'est une identité
nos ancêtres les Gaulois, hein, et puis une laïcité positive. C'est faux là aussi, puisque tout individu peut être laïque, pas besoin d'être d'origine, de souche, en remontant je ne sais où. La laïcité inclusive voudrait dire qu'il y a une laïcité exclusive. Qu'est-ce qu'on entend par laïcité inclusive? Ça voudrait dire que la laïcité, la loi 1905, exclurait des gens. Non, bien au contraire. Et laïcité intransigeante, c'est un clin d'œil, puisque Jean-Luc Mélenchon utilisait, du temps où il se disait laïque, utilisait ce terme intransigeant par rapport au fait, en contradiction, en opposition avec laïcité ouverte, pour dire non, quand on est laïque, voilà, quand on est au parti de gauche, la laïcité elle est intransigeante, mais ça ne va pas non plus, parce que ça voudrait dire que on a besoin d'adjectiver le mot laïcité. On n'a pas besoin d'ajouter. Quand on est laïque, on est laïque. Il n'y a pas. Qu'est-ce que ça veut dire être intransigeant? Par rapport à quoi? Alors je comprends bien, par rapport à l'ajout des adjectifs, mais en ajouter un autre affaiblit le concept. Laïcité tout court, ça suffit. Alors, le problème, c'est que tout à l'heure, je vous disais que les gens peuvent être perdus, et notamment même quand ils lisent des travaux de sociologues ou d'historiens qui se disent spécialistes de la laïcité. Et depuis une vingtaine d'années, on voit dans les travaux, de plus en plus, les travaux de recherche universitaires, le mot laïcité écrit au pluriel. Je vous ai mis quelques exemples, alors notamment Florence Rochefort, vous voyez, qui avait écrit en 2007 un livre collectif, Le pouvoir du genre, laïcité, au pluriel, et religion. Et un extrait de ce livre, Le pluralisme des courants qui ont porté le processus de laïcisation, variabilité historique du contenu de la laïcité. Alors, je reviendrai sur la définition, mais il faut que je vous montre aussi Jean Bobéro, parce que c'est la même idée. Écrit un livre au titre provocateur « Les 7 laïcités françaises ». Alors bien sûr, quand on lit le livre, on voit ce que disait tout à l'heure Rochefort, les différents courants qui ont porté le processus de laïcisation. Alors bien sûr qu'il y a différents courants. Il y a le courant plus spiritualiste, le courant plus gallican, le courant plus modéré, enfin, ok, mais à la fin, on aboutit à une définition de la laïcité et à la loi de 1905. Donc il n'y a pas 7 laïcités, il y a plusieurs interprétations peut-être, mais la définition, je le répète, elle reste très simple, il n'y en a qu'une. Alors voilà ce que dit Bobéro, et là on va s'arrêter un peu plus sur ces phrases et on va les commenter. Page 15. Beaucoup trient entre ceux qui seraient la laïcité et ceux qui ne le seraient pas et magnifient une laïcité idéale. Alors déjà, il ne nomme jamais qui est visé. Qui sont ces gens qui trient? Il ne le dit pas. Et quand Bobéro évoque une laïcité idéale, ça veut donc dire que la laïcité n'existerait pas si elle est idéale. Or, avec la loi de 1905, elle existe parfaitement. Et pour Bobéro, ce qui existe n'est donc pas vraiment de la laïcité. Alors, vous voyez cette phrase qui a l'air de rien comme ça, 2 petites lignes, c'est très confus et cela met le doute. On continue, page 16. Il n'existe pas un modèle de laïcité, un modèle français de laïcité, mais différentes représentations selon les acteurs sociaux. Tant que la laïcité française sera essentialisée en un modèle unique, le malaise s'accentuera. Alors déjà, là, il y a vraiment plein de choses à dire. À mon sens, vous me direz si vous êtes d'accord, hein, mais Bobéro, pour moi, commet plusieurs erreurs, et je dirais même des erreurs grossières. Premièrement, quand on défend l'idéal laïque, on ne défend pas un modèle, mais un principe. C'est pas pareil. Au prétexte que la laïcité a émergé en France dans des circonstances particulières, la laïcité serait quelque chose de relatif et serait inapplicable à d'autres contextes. Ce qui est faux. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, elle veut être universaliste et universelle. Deuxièmement, Bobéro met sur le même plan une définition et des représentations. Oui, il y a plusieurs représentations, il y a plusieurs interprétations, je vais commencer par là. Mais non, il n'y a qu'une définition. Ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs représentations que la définition est fausse. Et
En didactique, on sait très bien que les représentations qu'ont les gens sur un phénomène peuvent empêcher d'accéder à la connaissance. Donc la représentation n'est pas la définition. Troisième aspect dans cette phrase, parler de modèle unique de manière négative, c'est considérer finalement que les accommodements, fussent-ils raisonnables, dixit Alain Juppé, sont logiques afin d'adapter la laïcité aux sociétés. Or, c'est plutôt l'inverse qui devrait se faire. C'est aux sociétés et aux gens de s'adapter à la laïcité. Ce n'est pas à la laïcité de s'adapter. Il n'y a pas à toiletter la loi de 1905. Elle est tout à fait complète. Et quand il dit « le malaise s'accentuera », ça veut donc dire que c'est la laïcité et ceux qui défendent la laïcité qui sont coupables des difficultés. Et non ceux qui veulent la dénaturer, la tordre. C'est quand même fort, je trouve. Troisième phrase, la croyance en une laïcité française une et indivisible ne permet pas de comprendre le glissement actuel de gauche à droite, voire à l'extrême droite, de la laïcité dominante. Alors finalement, ce n'est pas la droite et l'extrême droite qui sont accusés de réinterpréter la laïcité à leur sauce, mais encore une fois, c'est l'intransigeance des défenseurs de la laïcité qui permettrait aux droites de s'emparer de la laïcité. Je trouve ces phrases vraiment très tordues et surtout, elles montrent à quel point la laïcité a des ennemis là où l'on croit qu'elle a des amis. Et c'est peut-être ça le plus grave. Et je finis avec les citations. Je reviens au livre de Florence Rochefort. Les analyses historiques ont mis en exergue la dimension exclusive ou au contraire libérale et inclusive de la laïcité française. Vous voyez, toujours on joue sur les adjectifs. Selon qu'on insiste sur le moment anticlérical des lois de 1901, donc c'est la loi des associations, liberté d'association, et de 1904, c'est l'expulsion des congrégations de France, ou sur le caractère reconnu comme finalement libéral de la loi de séparation des églises et de l'État en 1905. Et j'enchaîne, elle défend Jean Bobéro, et elle dit qu'il a développé la notion de pacte laïque à propos de la loi de 1905. Alors, c'est quand même extraordinaire, d'abord de voir, on le verra tout à l'heure, que ce discours est le même que celui que tiennent Rokhaya Diallo, Éric Fassin, la députée LFI Ercilia Soudé, on en reparlera, qui détourne complètement le principe de laïcité. La laïcité, elle ne doit pas être si libérale que ça, puisqu'il cherche à la rendre encore plus libérale. Or, justement, elle est libérale, la laïcité. Elle met en avant la liberté, l'égalité, la fraternité. Bon. Mais la notion de pacte laïque, c'est assez incroyable, puisqu'on a l'impression, quand on lit ça, qu'en 1905, il n'y avait aucun problème, tout allait parfaitement, et que la laïcité aurait été, enfin la loi aurait été négociée entre deux parties consentantes, comme un pacte, comme si tout allait bien, alors qu'il y avait un combat terrible entre les anticléricaux et l'Église. Et cette loi de 1905, elle a été votée par les représentants du peuple, et à l'époque, elle a été violemment rejetée par l'Église. Ça ne s'est pas du tout passé de manière douce. Aujourd'hui, on laisse croire qu'il n'y aurait qu'avec l'islam qu'il y avait des problèmes et que tout va bien avec l'Église catholique. Mais il y a 100 ans, pas du tout. Ça ne s'est pas déroulé comme un pacte. Donc là, Bobéro, il révise un petit peu l'histoire. Bon, donc j'ai tenu à faire cette longue mise en route pour bien qu'on ait bien en tête que la laïcité, c'est ce qui est indépendant entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel, et qu'il y a beaucoup d'interprétations, de réinterprétations, et que même les chercheurs peuvent laisser des idées confuses, étranges, mais il y a peut-être là un enjeu et une volonté particulière. Alors, justement, on va voir maintenant les entorses. Je reviendrai après à être de gauche, c'est être laïque, bien sûr. Mais dans les entorses, je vais passer là plus vite, sur les entorses venant plutôt de la droite, ou des droites. Parce qu'il y a aussi des entorses venant des droites. Alors, évidemment, on a le Rassemblement national, Front National, et puis une partie des LR, pas forcément tous, mais une partie des LR, voire aussi des macronistes, parce que je les classe à droite, me semble-t-il, même si certains disent qu'il y a des macronistes de gauche,
je ne les ai pas trop vus encore, mais bon. Et ils ont inventé un concept, la catho-laïcité. Alors là, c'est extraordinaire. On revient sur cette idée de laïcité identitaire qui serait donc historique et qui précéderait finalement la laïcité version Révolution française. Alors, ce n'est pas pour rien qu'il y a ce terme inventé et ce concept. D'abord, c'est pour faire oublier que la laïcité est née pendant la Révolution française. Oui, bien sûr qu'avant, il y a les guerres de religion, le protestantisme qui critique l'Église catholique, il y a le gallicanisme, mais ce n'est pas de la laïcité. Encore une fois, les édits de tolérance, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, ce n'est pas de la laïcité. Donc déjà, en disant catho-laïque, on oublie, on fait volontairement oublier l'origine historique liée à la Révolution française. Et les papes, depuis un certain temps, mais Jean-Paul II, Benoît XVI se sont inscrits dans cette lignée, laissent entendre que la laïcité, finalement, a une origine catholique, chrétienne, parce que l'idée de liberté, d'égalité, de fraternité, ça ressemble aux évangiles et ce sont des valeurs chrétiennes. Si c'était si chrétien que ça, pourquoi l'Église catholique a refusé la loi de 1905? Pourquoi il y a eu tant de combats, tant de guerres de religion contre la laïcité et la loi? Premièrement. Et d'autre part, on utilise une phrase des évangiles où Jésus aurait dit lors de son procès « Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu ». Et donc ça voudrait dire que finalement, il reconnaît bien qu'il y a deux pouvoirs, deux domaines, deux royaumes. Le royaume de César, donc le pouvoir temporel, et le royaume de Dieu, donc le pouvoir spirituel. Et Jésus, par cette phrase, montre bien que les deux pouvoirs sont différents. Ah oui, mais là, il y a une confusion entre distinction et séparation. On peut très bien avoir deux pouvoirs, deux royaumes différents, mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont séparés. Et d'ailleurs, si je regarde juste la France et la monarchie d'Ancien Régime, le roi, il dit qu'il est le roi qui tient son pouvoir divin, qu'il tient son pouvoir de Dieu, et c'est quand même toujours Dieu qui domine. Donc les pouvoirs ne sont pas séparés. Donc il n'y a aucune origine chrétienne à la laïcité. Après, on peut être chrétien et vouloir la liberté, l'égalité, la fraternité. Je n'ai pas dit ça. Mais la laïcité n'a pas une origine chrétienne. Au demeurant, il y a certains auteurs qui peuvent être très bien par ailleurs, mais qui parfois dans leurs écrits, je pense à Abdenour Bidar, quand il veut parler de fraternité, il parle de son prochain. Donc il a un vocabulaire religieux. Non, la fraternité républicaine, c'est son semblable. Ce n'est pas son prochain. Donc il y a souvent cette interpénétration de vocabulaire dans des principes qui devraient être bien séparés. Alors nos catholaïques, je pourrais citer énormément de maires ou d'élus qui font des entorses. Il y en a deux. Un, parce qu'il est vraiment typique, et puis il y en aura un local. Alors Robert Ménard, vous savez que depuis plusieurs années, il n'est pas le seul, mais il met des crèches dans la mairie de Béziers. Et à chaque fois, il y a des procès. La Libre Pensée fait un procès contre lui et gagne. Et Ménard, voilà, ce qu'il dénonce, c'était cette année, des procès d'intention de ceux qui sont contre tout. C'est-à-dire que refuser la crèche dans une mairie, c'est toujours être contre tout. C'est les braillards qui crient tout le temps. Et comme il inaugure chaque année la crèche avec des représentants du culte judaïque, avec des représentants du culte musulman, avec des représentants des cultes chrétiens, il dit que la crèche est un moyen de nous retrouver. C'est une belle leçon de morale, de tolérance. Vous voyez qu'on en revient toujours à l'idée de tolérance. On se tolère. C'est le dialogue interreligieux. Peut-être, j'en sais rien. Mais quand on joue sur les mots et quand on laisse croire que le cultuel, c'est le culturel, parce qu'en définitive, ces catholaïques disent ce sont nos traditions. Nous, quand on est français, qu'on vit en France et qu'on est français depuis très longtemps, eh bien, on a des traditions. On fait dire ce qu'on veut au mot tradition.
Et dans les traditions, eh bien, il y a la tradition chrétienne. Et en oubliant qu'on peut être de fameuses traditions, mais on peut aussi avoir son choix personnel. Bon. Mais une tradition, quand bien même elle existe, la mairie, c'est un lieu de la République. La République qui ne reconnaît aucun culte. La République qui doit être neutre. La République qui doit être laïque. Et donc, il y a une distinction à faire entre le cultuel et le culturel. Et la crèche, qu'est-ce que c'est? C'est la célébration de la nativité. Que la crèche soit jolie, soit quelque chose de culturel, les santons de Provence, où il y a peut-être de l'art, oui, d'accord, mais c'est cultuel. Et donc, c'est bien joué sur les mots. Et de toute façon, Ménard y perd à chaque fois. Donc, c'est bien qu'il y a... Et oui, mais à chaque fois, il recommence. Chaque année. Alors, il n'y a pas que lui, hein. Il y a Laurent Wauquiez au conseil régional de Puy-en-Velay. Bon, voilà. Mais localement, je pense que vous reconnaissez la façade de la mairie de Mont-de-Marsan. Depuis que c'est Charles Daillot, encarté à Horizon, qui est maire, donc depuis 2017, eh bien, il a cette grande idée, depuis 2018, tous les mois de décembre, de nous mettre le calendrier de l'Avent sur la façade de la mairie. Tous les ans, en conseil municipal, je pousse mon intervention. J'ai beau expliquer en quoi le calendrier de l'Avent est un symbole religieux, chrétien, puisque c'est les jours avant, parce que c'est pas avant avec un A, hein, c'est avec un E. Hein. Bon, je ne sais pas si... ouais, peut-être que certains l'oublient, mais bon. Et donc j'explique que le problème, c'est pas le calendrier de l'Avent en soi, c'est la façade de la mairie, qui est la maison commune. Et la maison commune, ben, c'est pour tout le monde, c'est-à-dire pour les chrétiens, pour les non-chrétiens, pour les catholiques, pour les musulmans, pour les athées, etc. Et quand sa liste s'appelle 100% Montois au municipal de 2020, je pense que c'est 100% chrétien, mais pas 100% Montois. Bon, alors le plus rigolo, entre guillemets, ce sont les arguments pour qu'on m'oppose quand moi je conteste qui est ce calendrier de l'Avent. On me dit, vous n'allez pas nous supprimer Noël quand même. Mais non, je ne suis pas là pour supprimer Noël, ni même l'Avent, si certains veulent faire l'Avent. Mais c'est la mairie. Oui, mais les commerces le font. Mais peut-être, mais encore une fois, un commerce, ce n'est pas une mairie. Et d'autre part, un citoyen n'a pas l'obligation de rentrer dans un commerce s'il n'a pas envie d'aller dans un commerce qui met le calendrier. Alors que la mairie, on peut y rentrer en tant que citoyen lambda. Et là, l'argument le plus démago qu'il me sort, mais moi, j'aime voir les étoiles dans les yeux des enfants. Comme si moi, je n'aimais pas. Bien sûr, nous, on est les méchants quand on est laïque. Mais ça n'a aucun rapport, strictement aucun rapport. Et alors, à Nof, le soir de ce conseil municipal, sur le pas de la porte, il me dit « Ah oui, mais vous savez, en fait, je comprends ce que vous me dites, mais moi, ce n'est pas le caractère sacré du calendrier de l'Avent, c'est le fait que ben, tout le monde le fait quoi aujourd'hui. C'est la mode, quoi, finalement. » Mais j'ai dit « Mais c'est pire que tout. En fait, c'est pire que tout, parce que pour les vrais croyants, qui croient dans Noël, qui croient dans le calendrier de l'Avent, vous leur enlevez le caractère sacré pour mettre que le caractère commercial, néolibéral. Mais j'ai dit, mais c'est encore pire, quoi, finalement. J'aurais préféré avoir vraiment un catholique dogmatique plutôt que, oh, ben, c'est pour faire joli, quoi, au moment de Noël. Bon, alors vous voyez que des entorses, on en a beaucoup. J'aurais pu citer Macron quand il fête Hanouka à l'Élysée. Enfin, voilà, il y en a tellement. Madame Dariussec, pour ne pas parler que de Charles Daillot, elle... Modem, hein, elle, c'était, enfin, Daillot le fait toujours, pour les commémorations du 8 mai et du 11 novembre, sur le programme officiel municipal, il y a l'invitation à la messe. Sur le programme municipal. Qu'il y ait une messe, mais moi ça m'est égal qu'il y en ait, mais pas sur le programme municipal. Dans ces conditions, on met aussi l'office à la synagogue ou l'office à la mosquée. Pour, encore une fois, on est dans le côté toujours catho laïque. Et encore une fois, on me fait une leçon d'histoire, alors tenez-vous bien, j'espère que vous êtes bien assis. On me dit, mais Madame Pio, vous êtes historienne quand même. Alors c'est pas Dariussec qui m'a répondu, c'est une de ses adjointes. En 14, tous les Français étaient catholiques. Donc c'est normal qu'il y ait une messe. Alors,
tous les Français n'étaient pas catholiques, premièrement. Tous n'étaient pas croyants non plus. Et 3, ce n'était pas une guerre de religion, hein, la guerre de 14-18. Et quand bien même tous les Français auraient été catholiques, je ne vous parle pas de ça, il y a la loi de 1905, vous, en tant que député, à l'époque elle n'était pas, en tant que maire, vous n'avez pas à faire cette entorse à la laïcité. Mon prédécesseur le faisait, son prédécesseur, Philippe Lapeyrie, PS. Et alors? Parce qu'il le fait, moi je n'étais pas élu à l'époque de la mairie, je lui aurais dit la même chose. Et là, un élu socialiste, je tairai son nom, dit « Ah, mais on peut être socialiste et aller à la messe. » Mais il n'y a aucun problème. Mais ce n'est pas ça que je dénonce. Donc là, j'ai affaire vraiment à des gens qui ne comprennent pas ce que je raconte. Donc je ne sais pas. Peut-être que la prochaine fois, je parlerai chinois, on me comprendra mieux. Mais le pire pour nous, en tout cas pour ceux qui sont de gauche, c'est les dérives venant des gens de gauche. Et donc là, j'en reviens vraiment à la provocation du titre « Être de gauche, c'est être laïque », parce que nous avons de plus en plus de gens qui se déclarent de gauche, mais qui sont anti-laïques et anti-universalistes et qui ont une haine de la laïcité. Alors j'aurais pu en citer plein, mais je commence par quand même un des plus costauds qui est, je regarde l'heure quand même que je ne sois pas trop bavarde, le sociologue Éric Fassin. Vous pouvez voir sa vidéo sur le site Coude à Coude, qui est une association à laquelle j'avais adhéré, mais je n'adhère plus, je suis sortie, parce que je considère que j'ai été trompée. Coude à Coude était censé être une association pour lutter contre les dérives néolibérales, pour mettre en avant des savoirs critiques et indociles. C'était le slogan, des savoirs économiques, politiques, critiques et indociles. Et en définitive, je me suis rendu compte que c'était gangréné par la tête, hein, par des indigénistes, des communautaristes, et on n'était pas du tout sur l'appel initial, mais plutôt sur quelque chose de très anti-laïque et de très anti-universaliste. Donc dans cette vidéo qui dure 5 minutes, j'ai mis quelques extraits, voilà ce que Fassin dit, sans expliquer, c'est surtout ça le problème. La laïcité est un outil islamophobe. Voilà, point. Alors, le problème, c'est que veut dire islamophobe? Déjà, c'est un concept qui n'a aucune existence universitaire, légale. C'est une invention, ce mot. Hein. C'est considéré... Enfin, en fait, ça veut dire que c'est raciste. La laïcité, c'est raciste. Parce qu'on met derrière le mot islamophobe que tout maghrébin est musulman et que toute personne qui critique l'islam est anti-maghrébin, donc raciste. Et c'est d'ailleurs au nom des bons sentiments et de l'antiracisme, tout à fait louable, qu'on a inventé cette laïcité plurielle et toutes les entorses qu'on a vues tout à l'heure. Dire que la laïcité est un outil islamophobe, ben, ça veut donc dire que la laïcité est raciste, qu'elle vise tout le temps les musulmans. Déjà, il va falloir le prouver, et il ne le prouve pas. Hein. Et quand on continue, alors là c'est un peu long pour les citations, mais voilà ce qu'il dit. Le mot laïcité a radicalement changé de sens depuis les années 80. Mais il ne dit pas, il n'explique pas, il dit, il affirme. La laïcité, ça a été un principe de gauche depuis la loi de 1905 en particulier, qui garantit la liberté religieuse. Non, c'est pas vrai. Ça ne garantit pas la liberté religieuse. Hein. La loi, enfin la laïcité, elle garantit la liberté de conscience. Et parler de liberté religieuse, de liberté de culte, c'est encore une fois vouloir faire plaisir aux religieux, mais c'est détourner le sens du mot et le sens de la loi. C'est-à-dire la liberté de croire ou de ne pas croire. Mais ce n'est pas ça, hein, c'est la liberté de conscience qui est la liberté de croire ou de ne pas croire. Et puis c'est au-delà des croyances religieuses, c'est aussi les spiritualités philosophiques, politiques. Depuis 1989, il ne s'agit plus des institutions, il s'agit des individus. Si vous comprenez ce que ça veut dire, bon, il ne s'agit plus du tout, par exemple, de remettre en cause le financement des écoles catholiques. Il s'agit de contrôler le comportement des jeunes filles musulmanes. Donc ça veut dire que les laïcs seraient permissifs envers les écoles privées catholiques,
qui n'est pas vraiment le cas, et qu'aujourd'hui, l'enjeu serait donc de contrôler les jeunes filles musulmanes. On va y revenir. Donc la loi de 2004, pour lui, est une loi contre le voile. Je vous l'ai dit tout à l'heure que c'était une loi contre tous les signes religieux. Ce qui veut dire qu'il ne s'agit plus de liberté religieuse, encore moins d'égalité, puisqu'en réalité, tout le monde sait bien que ces lois d'apparence universaliste, alors j'ai plus la fin, ça a été mangé, d'apparence universaliste, bon, sont racistes. Regardez la méthode scientifique, tout le monde le sait bien. Ça, c'est une méthode rigoureuse quand on est sociologue. À d'autres moments de la vidéo, il le dit encore, il dit, je ne sais plus ce qu'il dit, on le sait tous, enfin, il le dit plein de fois. Donc en disant ça, c'est une sorte de masque et d'autorité, hein, tout le monde le sait. Comme ça, ben oui, on n'ose plus critiquer, on n'ose plus rien dire, mais quand on lui demande qu'est-ce que tu as comme statistique, qu'est-ce que tu as comme données tangibles pour dire ça, alors on ne peut pas, puisque la vidéo, ce n'était pas un échange, mais dans tous les cas, il a cette espèce d'autorité scientifique. On est obligé de le croire, alors que il invente, il y aurait une espèce de laïcité historique de gauche. Alors bien sûr qu'aujourd'hui, je voulais tout à l'heure montrer, la droite et l'extrême droite dévoient la laïcité, on est bien d'accord. Mais ce n'est pas parce que la droite et l'extrême droite, ou une partie de la droite, dévoient la laïcité, que la laïcité est de droite. Et que la laïcité ne doit pas être défendue par les gens de gauche. Au contraire. Nous savons bien, encore une fois, cette grande méthode rigoureuse, quel que soit le mot que nous utilisons, que le racisme anti-musulman, que l'on appelle islamophobie ou pas, eh bien, ça vise une population spécifique selon un critère qui n'est pas seulement religieux, qui est un critère d'apparence, qui est un critère d'origine, autrement dit, sur un critère racial. Donc, il mélange religion, origine. Tous les Maghrébins sont musulmans. Il n'y a pas de Maghrébins pas musulmans, il n'y a pas de musulmans non maghrébins. Et c'est un sociologue. Ça fait peur quand même, hein, sur... Quel est son intérêt? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi il s'exprime comme ça? Est-ce qu'il est reconnu? Est-ce qu'il est porté par le pouvoir, par un parti? Alors, Fassin est reconnu par une partie de la gauche, ou de l'extrême gauche. Enfin, et il est quand même... il travaille à l'école des hautes études. Hein, il a un doctorat en sociologie et tout, donc... Ça, c'est un sociologue? Et oui. Il s'exprime comme ça? Et oui. Alors, il n'y a pas que lui, il y a Olivier Lecourt-Grand-Maison aussi qui est dans cette optique. Voilà, il y en a de plus en plus. Et alors ceux qui s'opposent à lui, comme Gérard Noiriel, sont considérés racistes. Il est de gauche, Gérard Noiriel. Ce n'est pas quelqu'un de raciste. Il a beaucoup travaillé d'ailleurs sur l'histoire de l'immigration. Mais comme il refuse la façon dont Fassin exploite et détourne le mot laïcité, tout de suite on vous jette l'opprobre. T'es de droite, t'es un facho, t'es un raciste. Non, c'est toi qui détournes le mot laïcité. C'est pas la même chose. Et alors, Rokhaya Diallo, qui est une essayiste, journaliste, qui se dit de gauche, hein, voilà à la radio, lors des 20 ans de la loi de 2004, voilà ce qu'elle dit dans un débat face à Natacha Polony. Quand on se souvient de la composition de la commission Stasi, donc en 2003, il y avait 2 fois plus d'hommes que de femmes, et cette loi de 2004 affecte majoritairement des femmes. Mais tout est faux dans ce qu'elle dit. D'abord, il y avait 2 fois plus d'hommes. Et alors, quand bien même, les hommes n'ont pas le droit d'être féministes, n'ont pas le droit d'être laïques, n'ont pas le droit de parler des femmes. Il n'y a que les femmes qui peuvent parler des femmes. Il n'y a que les hommes qui parlent des hommes, il n'y a que des noirs qui parlent des noirs, il n'y a que des maghrébins qui parlent des maghrébins. Donc là, on est dans la fracturation, dans le communautarisme. Et en Iran, ce n'est pas que des hommes qui imposent le voile. Ça, elle n'en parle pas. Bon. Et cette loi de 2004 affecte majoritairement des femmes. Ah bon? La loi, elle affecte les signes religieux ostensibles. La kippa, ce sont les garçons qui la portent. La croix, ça peut être garçon ou fille. Donc, encore une fois, elle ne vise que le voile. Elle continue, enfin, c'est une autre citation un peu plus précédente.
Entre une jeune femme qui est issue de Sarcelles, de Saint-Denis, de Paris et une femme afghane, je ne vois pas le rapport. » Quand des gens lui disent « mais en France, on n'empêche pas les gens, on n'impose pas d'enlever le voile. Il n'y a qu'à l'école qu'on l'enlève. Mais dans la rue, si une femme veut le mettre, elle peut le mettre. » Donc elle dit qu'elle ne voit pas le rapport. Ben, si. La femme française fait ce choix librement, contrairement à la femme afghane qui est contrainte. Alors le choix libre, on sait qu'il y a aussi la servitude volontaire. On pourra entamer le débat, mais moi je vous donne mon opinion personnelle. Mais qu'est-ce que c'est le voile? Soit c'est un signe religieux. Dans ces conditions, à l'école, la loi, elle interdit les signes religieux. Donc il n'y a pas à mettre de voile ou d'autres choses. D'ailleurs, quand il y a eu la polémique sur l'abaya, en disant « Ah oui, non mais attendez, c'est qu'une simple robe », et Mathilde Panot de la France Insoumise dit « Refuser l'abaya à l'école, c'est islamophobe. » Donc c'est elle qui reconnaît que c'est un vêtement religieux. Alors que les filles disent « Ah mais non, c'est qu'une robe. » Mais non, c'est pas qu'une robe, puisque soi-disant c'est islamophobe si on interdit la robe en question. Bon. Donc déjà, ça pose quelques soucis. Mais bon, soit il est religieux, ou alors le voile, qu'est-ce que c'est la signification? C'est quand même soumettre la femme, donc c'est être contre l'égalité entre l'homme et la femme, puisque c'est considérer que la femme est impure et qu'elle doit se cacher, et quand bien même le voile ne serait pas musulman, puisque dans des sociétés méditerranéennes, il n'y a pas que des musulmans qui ont imposé le voile aux femmes, mais tout de même, ça veut dire que la femme doit cacher ses cheveux, doit cacher son corps, puisqu'elle est impure. Ben, bonjour l'égalité garçon-fille quand on est féministe comme Rokhaya Diallo. Et on sait aussi qu'il y a des filles musulmanes qui mettent le voile, non pas parce qu'elles en ont envie, mais parce qu'elles sont sous la contrainte, sous la pression. Et parfois, une pression qui est déguisée, qui est larvée. Certaines se disent, pour pas être embêtée, je le mets. Sinon, on va me considérer comme une mauvaise musulmane. Et donc, voilà comment elle finit. Aujourd'hui, porter le voile pour une jeune femme est un acte très courageux. Une jeune femme en France est un acte très courageux. Je pense que là, quand même, c'est particulièrement scandaleux, parce qu'en France, on n'a tué personne au nom de la laïcité, alors qu'on a tué au nom de la religion. Et d'autre part, c'est plutôt en Iran que les filles se font tuer quand elles veulent enlever le voile, ou en Afghanistan. Donc là, quand même, c'est vraiment un détournement de la réalité qui est assez insupportable. Mais ces filles-là, ces journalistes ont vraiment voix de cité très importante aujourd'hui, je trouve. Et j'aurais pu mettre Ercilia Soudé, mais la députée LFI, qui est dans la même veine, qui raconte n'importe quoi sur la laïcité, sur la loi de 1905, et ça fait mal. Et je finirai par mon parcours personnel que certains connaissent, mais j'avais adhéré au parti de gauche en 2013 parce que c'était Jean-Luc Mélenchon, parce que je croyais qu'il était laïque. J'ai donc été à LFI parce que je croyais aussi que la laïcité était vraiment au cœur de ce mouvement. J'ai été particulièrement déçue, trahie, je considère, trahie par LFI et le parti de gauche qui est aujourd'hui dans une dérive terrible sur la laïcité. Alors à titre personnel, j'ai été bannie de LFI, j'ai été exclue du parti de gauche, mais si ça n'avait pas été le cas, je partais de moi-même, de toute façon, entre autres, pas que pour cette raison, mais essentiellement pour cette raison, des dérives vis-à-vis de la laïcité et le côté électoraliste aujourd'hui de LFI pour avoir des voix en essentialisant les gens des banlieues qui seraient tous musulmans, qui seraient tous contre la laïcité. Et là où c'est assez savoureux, c'est que j'en termine par là, aux dernières municipales partielles où Louis Bouillard à Villeneuve-Saint-Georges a fait une liste très communautariste avec comme programme juste la défense de Gaza. Alors, bien sûr que la Palestine, c'est un combat juste, mais pour des municipales, n'avoir que Gaza à la bouche tout le temps, c'est aussi détourner le combat palestinien. Mais aujourd'hui, Bouillard donc, a été élu avec 6 autres de la liste. Si, il n'est pas maire, mais il a été élu. Il siège en tant qu'opposant.
Eh bien, le groupe vient de se fracturer en deux. Boyard et une autre ont été mis de côté par 5 de sa liste. Alors moi, je croyais que c'était parce que Boyard est insupportable ou je ne sais quoi. Mais non, pas du tout. C'est 5 indigénistes de sa liste qui maintenant disent on n'a plus besoin de LFI, on est des musulmans et on va montrer qu'on a une voix musulmane. Donc LFI, en fait, croyant utiliser électoralement les musulmans pour avoir des voix, est l'idiot utile des, peut-être pas que des musulmans, mais des islamistes, on va dire plutôt, pour que les islamistes obtiennent le pouvoir. C'est incroyable à quel point ils sont aveugles sur cette difficulté. Alors, on va pouvoir débattre, discuter, j'en termine là de mon exposé, mais vraiment, quand on est de gauche, eh bien, on est laïque, mais laïque avec la bonne définition, pas avec les dérives, et faire attention à que, malheureusement, je le déplore, une partie de la gauche est en train de plomber le combat laïque, parce que quand on se dit de gauche et quand on se dit laïque, on est tout de suite, comme avec Fassin, accusé d'être soit de droite, soit d'être raciste, soit d'être, je ne sais pas moi, colonialiste, voilà, on voit tous les mots, alors qu'être laïque, c'est au contraire être pour l'émancipation, pour la liberté, pour l'égalité, pour la fraternité. Et pour la paix aussi, voilà, et pour le respect de toutes les convictions. Donc ça fait un peu mal quand même de voir à quel point un concept a été détourné par la droite. C'est pénible, c'est un combat, mais j'allais presque dire, c'est presque compréhensible. Mais détourné par la gauche, pour moi, c'est inadmissible.